Quand on parle de révolution, l'image du chaos surgit et celui-ci est hérité des tumultes de la politique bien souvent. Mais les grandes révolutions, comme les pensées qui mènent le monde, viennent sur des pattes de colombe, disait Nietzsche. C'est le cas de l'intelligence artificielle. En prend-on la mesure? Toute innovation passe par une phase de déni où l'on ne veut pas voir, où l'on ne sait pas voir, mais voir quoi précisément? La chose mérite beaucoup de pédagogie. Prévoir d'ailleurs est-il possible? Que va-t-il se passer avec l'IA? Est-ce que c'est le tsunami annoncé? Gilles Babinet est bien placé pour nous en parler, coprésident du Conseil national du numérique, digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Et donc là, il y a un angle particulier sur son dernier essai, puisque avec Green IA, c'est l'intelligence artificielle au service du climat. C'est publié chez Odile Jacob. Il est avec nous ce matin pour nous parler de cet angle-là précisément. Et puis il y a aussi le rapport IA, notre ambition pour la France, qui fait l'objet d'une réflexion d'une centaine de pages, 130 pages. Bonjour Gilles Babinet, Bonjour, qui a été remis récemment au président de la il y a République. un mois. Bien Heu, accueilli? ah oui, très bien accueilli, ça je crois que là-dessus il y a aucune forme de polémique. La question c'est, la mise en œuvre du rapport, des recommandations qui sont parfois, certaines techniques et puis d'autres, qui ont une nature assez politique, donc on va voir. Peut-on résumer la portée justement de ce que vous avez voulu dire? La portée c'est, on est face à une révolution majeure, probablement comparable à l'électricité si ce n'est pas supérieur dans son impact et donc c'est important d'arriver à s'organiser en tant que nation, en fait, pour réussir à faire en sorte que cette technologie soit au bénéfice de tous. En tant que nation ou en tant que continent européen? Écoutez, moi j'ai un biais européen très fort, donc je vous dirais en tant que continent européen, là, la commande, elle vient, des pouvoirs publics, français. Donc on a plutôt, saisi le spectre, national, mais on a fait aussi des recommandations qui ont une portée, potentiellement européenne. Qu'est-ce qui est à retenir de majeur si on doit justement cibler une recommandation particulière qui peut changer nos vies? Qui peut changer nos vies, c'est, la santé, je pense. C'est quelque chose que tout le monde comprendra. C'est-à-dire que notre capacité à avoir, des systèmes de diagnostic qui sont beaucoup plus fins, mais aussi des systèmes qui sont capables de voir beaucoup plus tôt, l'émergence d'une pathologie. Je pense au cancer, par exemple, puisqu'il y a eu des travaux très précis, à cet égard. Je pense que tout un chacun peut comprendre l'impact que ça peut avoir, c'est phénoménal, et c'est demain, en plus. C'est quelque chose qui est pas de la science-fiction, on est vraiment en capacité de mettre ça en œuvre à grande échelle. Donc là, c'est l'IA, côté jardin, ça ne fait pas peur? C'est l'IA côté, jardin avec, un certain nombre de précautions quand même à prendre, à cet égard. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment, à part peut-être pour les enjeux de sécurité, des thèmes sur lesquels il faut être fondamentalement manichéen. C'est-à-dire vous avez toujours, un aspect Janus, heu, dans ces sujets qui fait qu'il faut être attentif. Mais quand on parle de révolution, on parle aussi de révolution pour l'emploi et on se dit que beaucoup d'emplois sont menacés. Est-ce si fondé que cela? Alors écoutez, moi là-dessus, je vais peut-être faire un pas de côté, mais je n'y crois pas, et je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire que je me passionne pour ces sujets de productivité parce que c'est très lié à ça. Je lis un certain nombre d'études, à cet égard et ce que je dirais en essayant de rester objectif, c'est que on n'a absolument aujourd'hui rien, qui nous permette de penser qu'il y aura une disparition massive de l'emploi. C'est-à-dire que les vraies études économétriques sur ces sujets ne mettent pas ça en évidence. Alors c'est sûr qu'il y a des cabinets de conseil, en stratégie très prestigieux, qui mettent en avant, des disparitions de plusieurs centaines de millions d'emplois à l'échelle de la planète. Je les ai lus, je suis très, très surpris, sur la faiblesse méthodologique de ces travaux et je pense que, il faut raison garder. Vous savez, on a eu le même sujet dans toutes les 200 ans de l'ère industrielle qui nous a précédés, à chaque fois qu'une technique est apparue. Moteur à explosion, l'automobile, l'électricité, et cetera. On a chaque fois dit, à commencer par le métier à tisser d'ailleurs: «Waouh, ça va être horrible, les emplois vont disparaître» et les emplois, je vais vous dire, ont en partie disparu. Il y avait 700 000 personnes qui traitaient le trajet de Boston à San Francisco. Quand on a construit la voie de chemin de fer, bah, vous imaginez bien que ces gens-là ont disparu. Mais les externalités qu'on a créées, d'autres formes d'emploi qui ont été créées parce que le chemin de fer crée des opportunités économiques, elles sont beaucoup plus considérables. Je pense qu'on est face à quelque chose qui ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'on va créer, des nouveaux emplois, on va déplacer des emplois en grande quantité. Ce rapport, Gilles Babinet, qui vous a été commandé, donc Commission de l'intelligence artificielle, IA, notre ambition pour la France, répondait à quelle intention profonde de l'exécutif? Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il veut en faire? La notion, je crois, de pouvoir accélérer, d'éviter d'être dépassé par cette technologie et finalement de faire en sorte qu'on, entre guillemets, «re-rentre dans l'histoire» parce qu'il est vrai que le système productif,
français a été profondément altéré au cours des 40 dernières années, en utilisant ces technologies. Je pense que c'était très présent dans la commande, mais il y a aussi très fortement une notion d'inclusion dans les discussions préalables qu'on a eues, avec les pouvoirs publics. Il y a le fait que, on évite de laisser des gens sur le côté avec cette technologie. Et ça, on a les moyens de l'éviter. Il y a un moyen de maîtriser quelque chose dont certains disent que c'est absolument pas maîtrisable et qu'il y a une dimension apocalyptique qui nous attend Ah, je n'y crois pas une seconde. et qui demandait C'est-à-dire même un que moratoire sur le sujet. oui, 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 ce débat est un débat qui est un peu, à mon avis, décalé par rapport à ce point-là. C'est-à-dire que c'est plus le débat de savoir si les machines, vont atteindre l'intelligence humaine et vont avoir un degré d'autonomie, équivalent à «l'activité humaine» entre guillemets. Donc la capacité entre autres, malheureusement, parce que c'est l'une des caractéristiques des humains, de pouvoir faire du mal. Je pense que ce débat est un débat totalement, théorique actuellement. On en reparlera peut-être dans 10, 20 ans, mais si vous voulez, les plus grands scientifiques vous disent: «La notion, d'intelligence artificielle générale», c'est comme ça qu'on l'a définie, elle n'est pas pour demain. Et donc, en réalité, il faut avoir une vision plutôt dépassionnée du sujet, assez pragmatique et En pas général, fantasmée. En général, il faut avoir une vision dépassionnée du sujet parce que lorsque vous êtes dans un rapport émotionnel, c'est très problématique. Je vous dis ça parce que c'est aussi une des fortes recommandations de notre rapport, mais moi, il y a 1 an, je me suis, baladé pendant 1 mois, dans le Vaucluse, et j'ai été discuter avec les gens, voilà. J'étais très frappé de voir l'importance du corpus fantasmagorique que véhiculait l'intelligence artificielle. C'est-à-dire les gens ont tous une perception de ce que ça peut faire, parce que, ils lisent, des médias, mais qui sont parfois un peu réducteurs, parce qu'ils regardent les réseaux sociaux et parfois c'est aussi un peu réducteur et cetera. Et donc les questions qui reviennent, c'est: «Est-ce que ça va me faire du mal? Est-ce que ça va me piquer mon job? Est-ce que ça va d'une certaine manière, faire en sorte qu'on perde notre autonomie? Réduire nos libertés. Réduire nos libertés?» Voilà, ça, ce sont des questions qui sont très, très présentes. Et je pense parce que, nous n'avons pas construit un narratif commun de ce que l'on peut faire avec cette technologie. Et quand je dis construire un narratif commun, c'est vraiment se dire: finalement, nous, on est des Français, on est des Européens, on a une vision qui est probablement pas celle des Chinois, de contrôle et des Américains, de mercantilisme, de la technologie. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit notre technologie? Et je pense que ça nécessite d'en débattre à très large échelle. La première recommandation du rapport, ça concerne quelque chose qu'on appelle Café IA, qui est une initiative qu'on pousse depuis maintenant, plus d'1 an au sein du Conseil national du numérique, c'est d'ouvrir un débat avec 15 millions de Français autour de l'intelligence artificielle. Parce que finalement, c'est refaire sens commun autour de la notion de progrès. C'est, finalement le progrès, ça n'existe qu'à partir du moment où c'est inclusif. Sinon, c'est ce que j'appellerais de l'innovation. C'est-à-dire, c'est un truc qui sert, quelques start-upers, une sous-catégorie de personnes et cetera, mais pas tout le monde. Le progrès, c'est quand ça sert tout le monde Et qui arrive à faire des profits avec ça. et Le qui a entre progrès, c'est autres partagé. voilà, alors on peut faire du profit aussi avec le progrès, Mmh. pourquoi pas, hein? Il y a eu des tas de fabricants de locomotives à vapeur qui ont dû faire du profit avec ça, qui ont permis aussi à tout un tas de gens d'en bénéficier. Mais le principe de base, c'est quand même de faire un système qui soit inclusif. Et donc c'est évidemment, nous, la commande qu'on a eue dans le cadre, de notre rapport. Et je vais vous dire, de façon, extrêmement partiale, je pense qu'on a plutôt bien réussi. Gilles Babinet, il y a eu une nomination aussi de, la personne, j'ai perdu son nom, mais qui dirige, l'École normale supérieure, je crois. Ah oui, effectivement, Anne Bouvreau, qui est Voilà, la Anne Bouvreau. coprésidente de ce rapport. Comment ça s'articule avec vous, en fait, avec ce que vous faites vous? Et quelle est l'organisation, en fait, de ceux qui sont censés agir sur le sujet? Je suis très heureux pour Anne, mais je ne crois pas que ça ait grand-chose à voir avec, nos travaux. Il se trouve que l'École normale supérieure, c'est vraiment, une sorte de pépite en matière d'intelligence artificielle puisque, un grand nombre des plus grands scientifiques à l'échelle mondiale proviennent de cette toute petite école qui forme une quarantaine de personnes par an. Et effectivement, on souhaite que cette école puisse accroître, la taille de ses formations. Quand on parle d'ambition nationale ou européenne sur le sujet, vous êtes aussi, de mémoire, hein, l'un de ceux qui disent qu'on a beaucoup de retard par rapport aux Américains. Oui, je pense que lorsque l'on fait un constat, il ne faut pas avoir peur, de se faire un peu mal. Et je veux dire, en termes d'investissement en capital risque, on est à peu près à 1/20 des États-Unis. Alors ils sont 6 fois plus nombreux que nous, certes, mais néanmoins, même par individu, ça fait quand même une grosse différence. Et il faut absolument qu'on accroisse ça. C'est aussi l'une des recommandations fortes de notre rapport. Nous pensons qu'il faut mettre au travail probablement,
20 milliards d'euros en plus. Et dans une perspective de moyen terme, il faut envisager d'avoir finalement des systèmes de retraite par capitalisation, partiellement. Évidemment, on est soucieux de ce système par répartition parce que on considère que c'est un peu l'un des fers de lance de la solidarité à la française. Personnellement, je ne le pense pas. Mais je pense que l'une des raisons qui a prévalu au succès américain, à mon avis, il y en a deux. La première, c'est les fonds de pension. Ça, c'est incontestable. La deuxième, c'est l'investissement en R&D du système militaire. C'est 50 milliards par an, c'est à peu près l'équivalent de la recherche française. Donc le militaire et les fonds de pension, c'est ça qui fait la puissance de l'Amérique. Je pense, oui. Parce que en termes de mobilisation aussi de capitaux, ils savent faire vite et beaucoup. Oui, oui. Alors, vous savez, c'est assez ancien puisque les fonds de pension aux États-Unis, c'est né pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et l'investissement de l'armée dans les grandes universités, c'est à peu près né au même moment. Donc ça a 80 ans. Et c'est ce que je dis un peu toujours, c'est que on est là sans cesse à dire mais comment ça se fait qu'on soit derrière les États-Unis? Les États-Unis, ils ont une continuité transpartisane dans leur politique d'innovation qui a pratiquement 80 ans. Et donc là, c'est le choc qu'on attend du côté européen qui ne vient pas. Est-ce Oui, que vous avez oui. des espoirs sur, alors non pas des élections européennes, c'est pas ça, mais est-ce qu'il y a on parle beaucoup du saut fédéral européen qui suscite quelque inquiétude. On en a parlé sur notre antenne, le fait que les États soient quelque peu dépossédés de leur souveraineté, mais certains y voient le fait aussi que l'Europe gagne en puissance et en Mhm. cohérence. Quel est votre point de vue là-dessus? Écoutez, moi j'ai passé 8 ans à la Commission et la conviction que l'Europe c'est l'échelle naturelle à laquelle on pourra politiquement exister, pour moi elle est plus contestable à ce stade. Euh, Il y a un vrai enjeu de perte de compétitivité à l'échelle européenne, à mon avis par absence d'intégration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'Europe plutôt que trop, contrairement à ce qu'on entend parfois. Ça prendra un peu de temps de l'expliquer, mais Non, mais voilà. allez-y là-dessus quand même. Si vous voulez, je viens de vous parler, par exemple, de l'absence de capitaux. L'absence de capitaux, elle est en partie due au fait que les marchés sont fragmentés et donc vous n'avez pas de surface de garantie qui soit suffisante pour des investisseurs. Quelque chose sur lequel les Américains sont extrêmement bons, c'est le NSF, c'est le National Science Foundation, qui attribue des capitaux aux universités de recherche de façon extrêmement structurée à l'échelle du pays. On n'a pas ça à l'échelle de l'Europe, ou pas en tout cas à la jauge qui serait nécessaire. Et puis, tout à l'heure, j'évoquais le fait que finalement, il faudrait qu'on ait un système militaire, un système d'armes, comme on dit maintenant, qui soit efficace. Il n'y a plus personne qui peut se payer un système d'armes tel que ceux qui émergent, qui synchronisent les drones avec le sol, avec l'espace, avec l'air, etc. Si on veut réussir à faire ça, il faut le faire à l'échelle européenne. Et ainsi de suite. Je peux continuer à développer longtemps sur ce sujet. On a une prise de conscience de ce qui se passe, du retard qui se passe. Notamment, il y a un rapport l'État Draghi qui vient de sortir, dans lequel ils disent il faut absolument avoir une intégration européenne qui soit supérieure, il faut plus investir dans l'innovation. Donc ce constat, il est fait à cet égard. Je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à le pousser. C'est-à-dire, on a des élections européennes qui arrivent, ça va être manifestement un raz-de-marée populiste, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que si on veut mettre fin à l'histoire européenne, il faut voter pour ces gens-là. Hein. Et donc, en d'autres termes, c'est vraiment, à mon sens, une catastrophe, le Front National, enfin le Rassemblement National et l'ensemble des partis populistes qui luttent contre l'Europe. Ce qu'il faut, c'est pas moins d'Europe, c'est une Europe qui soit plus inclusive. À quoi est-ce C'est dû? C'est plutôt... un malentendu? Non, Une je pense ignorance? qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites à l'échelle européenne, notamment, si vous voulez, la globalisation. Je pense que le marché est quelque chose d'efficace, mais la globalisation, il y a eu des régions européennes qui l'ont très cher payé, qui l'ont payé en désindustrialisation, en accélération de la désindustrialisation, qui était déjà là, hein, la désindustrialisation, mais probablement une accélération. Et finalement, les gens qui disent, bah, votre truc c'est peut-être bien, mais moi, j'ai tout à perdre dans cette affaire. Et donc il faut recréer finalement une histoire européenne qui soit probablement un peu différente de celle qu'on a vécue autour des 20-25 dernières années. Et ce narratif, il est difficile à créer quand vous avez eu un demi-échec, entre guillemets. Je reviens, Gilles Babinet, à ce que vous disiez tout à l'heure entre innovation et progrès. Une partie de ce vote populiste s'explique par le fait qu'on n'a pas le sentiment, ou ils n'ont pas le sentiment, que le progrès soit partagé, précisément. À En juste tout cas, titre. partagé par Ouais, tous. ouais. Donc que certains en profitent, et pas d'autres. Oui, c'est très juste. Et je pense que, si vous voulez, quand on met un ISF au niveau national, ce qu'on vous dit, c'est c'est idiot parce que les gens vont fuir en Belgique. Voilà, à juste titre ou pas à juste titre, peu importe à cet égard.
Le principe qu'il y a une diffraction dans la distribution des revenus, en tout cas sur le 1 je pense qu'il est plus contesté aujourd'hui. Donc on a un problème et c'est notamment dû à des phénomènes de globalisation. C'est-à-dire que le capital est immobile, les travailleurs ne le sont pas et donc vous avez un arbitrage qui se fait, en défaveur des travailleurs. C'est très simple, à cet égard. Donc il faut revenir là-dessus, mais si on veut revenir là-dessus en ayant finalement une efficacité, le seul endroit pour le faire, c'est la maille européenne. C'est-à-dire que si vous faites un ISF au niveau français, ça sert à rien. C'est complètement contre-productif. Le coût des capitaux pour recréer de l'industrie en France monte et donc vous détruisez votre industrie. C'est littéralement ce qui se passe. Si vous le faites à l'échelle européenne, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est, je crois, porté par certains partis comme idée. Et ça, cette idée-là, alors certains partis, justement, ce discours-là, il passe moins dans les médias, semble-t-il, que le discours contestataire. Oui, parce qu'on en a marre et qu'il y a des gens qui Et disent, pourquoi on attend marre alors qu'on est sur un continent privilégié? parce que je pense qu'il y a des gens qui perdent plus que d'autres, et que lorsque vous allez, je sais pas, à Carpentras où j'étais, l'été dernier et que, un père vous raconte que finalement, il avait un très bon boulot dans une industrie locale chimique, qu'il a perdu, qu'aujourd'hui, il fait des saisons maraîchères et qu'il a du mal à joindre les bouts et que ses enfants, c'est pareil et que l'éducation, elle est pas très bonne et que l'accès à la santé est compliqué. Il y a manifestement un système républicain qui a failli à cet égard. Donc il faut le reconstruire. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter, y compris pour les partis qui ont porté ces idées il y a 20 ans, leurs erreurs et dire bah, en fait, on va faire différemment. Mais l'Europe aurait pu constituer une perspective, une porte de sortie par rapport à un système républicain en faillite, de se dire, et certains l'ont cru à une certaine période, c'est une manière de sortir du mal français ou des passions françaises que d'aller regarder l'Europe qui propose autre chose. Oui, je ne le dirais pas différemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Je pourtant, pense que ça ne passe pas. je pense qu'il y a un nouveau discours qui apparaît à l'égard de l'Europe, notamment porté par la technologie. La technologie, si vous voulez, c'est la vie du chat, c'est-à-dire que tout va 7 fois plus vite. Ce qui va se passer dans les 15 années qui viennent, à mon avis, va être extrêmement impressionnant en termes d'accélération. Et donc, ça peut être C'est-à-dire, beh, ce que je décris notamment dans mon ouvrage, sur, les enjeux d'environnement, c'est que vous allez avoir des transformations dans les systèmes productifs, dans les systèmes de transport, dans, les chaînes, d'alimentation, ce qu'on appelle les supply chains, dans la façon dont vous vivez, dans la façon dont vous travaillez et cetera et cetera. Et en fait, plutôt que d'être, finalement un risque politique, ça devrait être une opportunité. C'est-à-dire de dire: «OK, ces choses-là arrivent, elles sont inéluctables, c'est peut-être, un décrochage pour l'Europe si on ne les prend pas bien, mais c'est aussi l'opportunité d'affirmer un modèle différent. Notamment de faire des économies résilientes, de faire en sorte, qu'on ait une économie qui soit plus inclusive, de faire en sorte qu'on résolve les enjeux climatiques, entre autres choses. Gilles Parce Babinet, juste le climat. Prenons l'exemple de ce secteur automobile qui a été l'emblème aussi d'une certaine prospérité industrielle européenne. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui vont profiter essentiellement de nos contraintes carbone. Non? oui, alors oui et non, parce que Et vous c'est avez des entreprises automobiles qui licencient parce qu'ils savent qu'ils doivent s'adapter à un modèle qui n'est pas le leur, qui est celui oui, du oui, oui. modèle thermique encore, alors que les Ouais. Chinois ont des longueurs d'avance sur le modèle électrique. Voilà, exactement. Donc si vous voulez, là-dessus, on ne peut pas reprocher aux Chinois de ne pas avoir, pris les devants. Ils ont vu finalement, cette obligation de transition et ils ont investi depuis une quinzaine d'années dans le véhicule électrique, là où peu d'Européens l'ont fait et aujourd'hui, finalement, on est un peu pris dans la nasse, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a du retard. Mais en réalité, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que d'abord, la construction des voitures chinoises est extrêmement carbonée. C'est-à-dire que l'énergie primaire chinoise, elle est à base de charbon, et dans une moindre mesure de pétrole et de gaz. Donc quand vous construisez une voiture en Chine, la quantité de CO2 que vous émettez pour le faire est 3 à 4 fois supérieure à quand vous le faites en Europe, à cet égard. Et puis demain, vous avez quelque chose qui va être intégré dans la voiture, qui est finalement la création de données à partir du véhicule. Et il est hors de question que ces données aillent en Chine pour des questions de souveraineté. Donc ce qu'il faut, c'est finalement planifier dans le temps long. C'est ce que la Commission européenne essaye de faire, les institutions européennes essayent de faire, mais aussi les pouvoirs publics français d'une certaine manière, et de dire à nos constructeurs, écoutez, c'est inéluctable, en 2035, on coupe les véhicules thermiques, mais au-delà de ça, on va commencer à planifier l'organisation urbaine pour qu'on ait des véhicules autonomes, notamment des véhicules de transport public autonomes, etc. Parce que si on fait ça, on réduit le trafic de façon extrêmement forte sur les routes et on crée un nouveau modèle de mobilité qui sera potentiellement beaucoup plus inclusif. Donc ça, c'est vraiment une vision politique forte qu'il faut être capable de commencer à expliquer.
Quels sont, sur ces sujets clés du climat, quels sont les apports de l'intelligence artificielle? Si on doit les résumer, il nous reste 2 minutes, Gilles Babinet. Écoutez, ils sont extrêmement importants. C'est faire en sorte qu'on puisse avoir de l'économie circulaire, donc une économie qui soit beaucoup moins créatrice d'externalités. C'est faire en sorte que l'agriculture soit une agriculture raisonnée. En ce moment, il y a un débat sur les haies, par exemple, dans le cadre de la PAC. Imaginez un robot. Un robot, contourner des haies, c'est pas un problème pour lui. Il a tout le temps qu'il veut. Il peut travailler la nuit, etc. Donc, vous pouvez avoir à la fois, entre guillemets, de l'agriculture Traditionnel? écologique, traditionnelle, et puis l'agriculture hautement productive. Donc, c'est tout ce que je mets en évidence dans ce livre, c'est que finalement, vous arrivez à souder les objectifs des décroissants et des technosolutionnistes. C'est vraiment ce qui m'a le plus frappé en écrivant ce livre. Je pense qu'il y a une troisième voie qui ne mérite que d'être portée politiquement. Parce que le clivage, là, nous enferme entre ceux qui, Exactement. C'est une décrivent un opposition monde apocalyptique. radicale, Voilà. Mmh. complètement manichéenne, et qui, à mon sens, peut être dépassée parce que ce qui est certain et ce qui va dans le sens des décroissants, c'est que les usages vont évoluer de façon extrêmement forte. Et ce qui va dans le sens des technosolutionnistes, c'est que cette transition ne peut être faite qu'en utilisant massivement la technologie. Comment se fait-il que bon, c'est une question à laquelle vous n'avez pas forcément la réponse, mais comment se fait-il que, on ne pose pas les vrais sujets dans les bons termes avec les bonnes oppositions? Parce que je pense que finalement, la Selon vous? technologie, l'histoire du progrès, récemment a déraillé et qu'elle n'a plus été inclusive. Et donc, on fait une assimilation entre la technologie et finalement des systèmes qui sont extractifs, qui ne sont plus inclusifs. C'est ce Qu'est-ce que qui ça s'est veut dire passé. extractif? C'est qu'ils sont au bénéfice de quelques-uns et pas de tous. C'est ce qu'on a vu, à mon avis, à très très large échelle, dans le monde occidental et au-delà. Finalement, les seuls grands bénéficiaires, à mon avis, des 25 dernières années, c'est essentiellement les Chinois, là-dessus, où ils ont réussi à sortir de la pauvreté des centaines de millions de personnes. Mais le débat est quand même beaucoup plus compliqué si vous prenez par exemple les pays africains. C'est pas sûr que l'Africain moyen s'en sorte mieux aujourd'hui qu'il y a 25 ans. En tout cas, il y a certains pays où c'est clairement le contraire. Gilles Babinet, merci beaucoup d'être, venu nous parler de ces questions alors complexes, mais qu'on a réussi à explorer sur de multiples facettes en reliant tout cela à la logique, des élections européennes et peut-être à une meilleure compréhension des enjeux du débat. Je renvoie à Green IA, c'est aux éditions Odile Jacob et je rappelle que vous êtes entrepreneur et puis que vous coprésidez le Conseil national du numérique. À bientôt. Merci, au revoir.